Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur du désormais très célèbre Atlas des relations internationales, 100 cartes pour comprendre le monde de 1945 à nos jours. Mais votre dernier ouvrage est peut-être plus inattendu, il s'intitule Géostratégique, paru aux éditions Duno Graphique. On vous connaît, spécialiste des relations internationales, fan aussi de football, moins des bandes dessinées peut-être. Oui, effectivement, j'ai une passion depuis assez longtemps pour la BD et je trouve que c'est une bonne façon de s'adresser notamment à un public jeune. Comme vous le savez, la géopolitique est rentrée en classe de première, en classe de terminale. Il y a une très forte demande des jeunes élèves, des lycéens, mais aussi des jeunes en général pour la géopolitique. La nouvelle génération a compris que ce qui se passe à l'extérieur a un impact sur leur vie quotidienne, qu'il n'y a pas d'affaires étrangères au sens ancien du terme. Et donc on a voulu, avec Tommy Dessine, qui est l'illustrateur, qui a apporté beaucoup d'humour à cela, faire une bande dessinée qui explique un peu comment nous en sommes arrivés là, quelle a été l'histoire de ce monde depuis 1945. Et il n'y a pas le risque de grossir peut-être un peu le trait sur un sujet, on le sait, où la nuance est forcément nécessaire. Oui, effectivement, si on veut aller plus loin, la BD ne suffit pas, on va voir sur d'autres livres. Là, c'est une façon d'attirer le public et je pense qu'on peut parler de géopolitique simplement, sans simplification pour autant. Et que l'on peut essayer d'être pédagogique sans être caricatural. C'est en tous les cas ce que j'essaye de faire. Alors, les rapports de force entre les puissances, votre spécialité, je l'ai dit, je voudrais avoir votre commentaire sur la dernière déclaration de Vladimir Poutine. Tout est basé sur la politique de nos adversaires qui veulent diviser la Russie historique. Que faut-il comprendre par diviser la Russie historique ? Alors, il essaye simplement de rassembler. La Russie peut être divisée par rapport à la façon dont cette opération spéciale militaire, dont il a pour une fois employé le terme de guerre, ce qui était un mot tabou auparavant, et donc il y a un changement de stratégie de communication de Poutine par rapport à sa population, parce que tout le monde voit que ça ne marche pas comme prévu, qu'on annonçait quelque chose de rapide, que les Ukrainiens accueilleraient les troupes russes dans l'allégresse, la joie d'être libérés d'un régime nazi, et on voit au contraire une résistance opiniâtre, acharnée, héroïque des Ukrainiens qui ne veulent pas être sous domination russe. Et donc Poutine a intérêt un peu, pour que son opinion le suive toujours, de dire que lui n'a pas lancé la guerre, que ce sont des complots étrangers, et que dans la mesure où, oui, il est vrai que les Occidentaux aident l'Ukraine agressée, de présenter cette aide à un pays agressé comme étant non pas le résultat, mais étant la cause du conflit. Et donc Poutine, qui est l'agresseur, se pose en défenseur. Je défends la Russie contre des ennemis extérieurs plus nombreux, mieux armés que nous, et je viens protéger la population russe. Donc, c'est un judoka, il renverse, il se sert de la force de l'adversaire et il présente celui qui défend un pays agressé comme étant l'agresseur. Alors, vous parliez du nécessaire soutien de la population russe à ce conflit, ce que cherche à faire Vladimir Poutine. Margot Haddad parlait à l'instant de cette rencontre qui doit avoir lieu aujourd'hui entre Vladimir Poutine et des dirigeants de pays de l'ex-URSS. Là aussi, il y a une volonté d'aller chercher des alliés qui sont peut-être moins présents 10 mois après le début du conflit. Oui, parce qu'en fait, les gens peuvent venir au secours de la victoire. Ils n'ont pas envie d'être liés à un pays qui a perdu. La Russie a d'ores et déjà perdu la guerre dans la mesure où elle n'est pas parvenue à dominer l'Ukraine et à aller jusqu'à Kiev pour y installer un régime fantoche. Et ensuite, on voit que militairement, elle perd régulièrement du terrain, qu'elle ne parviendra pas à étendre la partie du territoire ukrainien qu'elle contrôle, que la seule question, la principale question, c'est de savoir jusqu'où ils vont reculer, même s'il y a une mobilisation de chaque côté, côté ukrainien et côté russe. Et puis, ces pays peuvent aussi craindre certains discours qu'on entend en Russie disant que dans les pays qui étaient autrefois dans l'Union soviétique en Asie centrale, il y a des minorités russes que l'on doit vouloir protéger. Et donc, il voit que ce type de discours, lorsqu'il s'est appliqué à l'Ukraine, s'est terminé par une volonté de conquête. Et donc, tous ces pays d'Asie centrale sont en train de développer leurs relations avec la Chine en disant si la Chine est plus présente chez nous, nous ne serions pas attaqués Donc par c'est la un Russie. contrepoids en quelque sorte. Exactement. Et donc, en fait, là, Poutine, une fois encore, obtient le résultat inverse de celui qui est recherché, puisque ces pays qui, jusqu'ici, étaient quand même relativement ouverts à la diplomatie russe,
commence à se dire il ne faudrait pas qu'il y ait un discours russe disant que pour protéger la population russophone qui vit dans notre territoire, et dans certains pays, elle est extrêmement importante numériquement, Moscou veuille détacher une partie du territoire. Il y a des plans comme ça sur le Kazakhstan, etc. Donc ça crée effectivement un esprit de résistance. Mais vous diriez que ces États sont invités à discuter ou sont convoqués par Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg aujourd'hui? Convoqués, ça ne marcherait plus. Ils sont invités. Effectivement, Poutine espère un soutien plein et entier qui, comme cela a été dit sur votre antenne il y a quelques minutes, il n'obtiendra pas. On voit même que la Biélorussie est très coincée. Loukachenko ne peut pas refuser grand-chose à Poutine parce qu'il est son seul soutien. En même temps, il voudrait bien pouvoir se distinguer pour pas être mis dans... Et d'ailleurs, il ne participe pas pour l'instant. Il a résisté aux appels de Poutine d'être co-belligérant avec lui. Donc les deux vrais alliés de Poutine, pour l'instant, l'Arménie, effectivement, soutient la Russie parce que la Russie soutient l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, donc elle n'a pas beaucoup le choix. Mais en fait, quels sont les deux pays qui soutiennent réellement la Russie et qui participent directement ou indirectement à son effort de guerre? C'est l'Iran et la Corée du Nord. Deux pays dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont eux-mêmes assez... je dirais, marginalisé sur la scène internationale. Alors, l'Iran peut avoir des capacités, mais le régime iranien est lui-même en danger. Quant à la Corée du Nord, c'est un pays tout à fait à part depuis toujours. Et très isolé. Et très isolé. Et donc, elle peut donner quelques coups de main sur le plan du matériel militaire. Ça ne va pas chercher bien loin. Pascal Boniface, l'Ukraine prévoit d'appeler ce lundi à l'exclusion de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Est-ce que cette requête a une chance d'aboutir? Elle n'a aucune chance d'aboutir, parce que oui, bien sûr, la Russie a violé le droit international. Oui, bien sûr, la Russie a commis un crime d'agression, plus des crimes de guerre, en attaquant un pays alors qu'elle n'était pas en état de légitime défense et que, évidemment, il n'y avait pas une résolution du Conseil de sécurité pour lui permettre de se défendre contre l'Ukraine et en fait d'attaquer l'Ukraine. Mais la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité, donc elle mettra un veto à toute résolution qui demanderait son exclusion. Par ailleurs, la Chine en ferait également de même, parce qu'elle n'aurait pas envie que les Occidentaux puissent déterminer quels sont les pays qui dirigent l'ONU. Donc la nature même du Conseil de sécurité, avec le droit de veto pour les 5 membres permanents... On le rappelle, donc effectivement, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et donc la Russie. Voilà. Eh bien, donc, ça n'a aucune chance d'aboutir. Là, on est dans une politique de communication de la part des Ukrainiens. C'est comme le fait de demander à ce que Poutine soit déféré devant la Cour pénale internationale. Alors, bon, là, il faudrait... La seule chance que cela puisse survenir, c'est un renversement de Poutine du pouvoir en Russie et que le nouveau pouvoir russe accepte d'extrader Poutine pour qu'il aille devant la Cour pénale. Mais par rapport à cela, c'est une requête qui n'a aucune chance d'aboutir. Et donc, je pense que l'Ukraine devrait plus se battre sur d'autres moyens de communication pour pouvoir demander des choses qui sont éventuellement accessibles. Mais ce Conseil de sécurité des Nations Unies, héritage direct de la Seconde Guerre mondiale, est-il encore une instance crédible du XXIe siècle? On n'a rien trouvé de mieux. Alors effectivement, on peut voir tous les défauts de l'ONU, tous les défauts du Conseil de sécurité, mais les choses n'iraient pas mieux s'ils n'existaient pas. C'est pas parce qu'il y a un Conseil de sécurité avec un droit de veto de pays comme la Russie et la Chine qu'il y a eu la guerre en Ukraine. C'est pour d'autres raisons. Effectivement, le Conseil... C'est d'ailleurs l'Assemblée générale qui condamne au nom de la communauté internationale les actions. Alors, vous avez deux instances, le Conseil de sécurité qui peut décider notamment d'entrer en guerre contre un pays. Ce fut le cas en 90 contre l'Irak qui avait envahi le Koweït. Depuis, il y a toujours un veto, donc ça ne marche plus. Et l'Assemblée générale qui peut prendre des votes, mais qui n'ont pas de force exécutive. Mais une fois encore, c'est le résultat. Il est de bon ton de se moquer de l'ONU un peu impuissante. On ne voit pas déjà tout le travail de prévention qui réussit, qui permet quand même au monde d'aller un peu moins mal. Comme l'a dit l'un de ses anciens secrétaires généraux, l'ONU n'est pas faite pour nous amener au paradis, elle est faite pour nous éviter l'enfer. Et donc ça permet au moins des consultations. On peut se parler entre Russes, Américains, voire entre Russes et Ukrainiens directement à l'ONU. Mais effectivement, il y a un droit de veto parce qu'aucune grande puissance n'aurait accepté d'entrer dans l'ONU si il n'y avait pas ce droit de veto.
Et quand vous allez exclure la Russie du Conseil de sécurité, est-ce que vous pensez que la Russie dira « je suis exclu du Conseil de sécurité, donc je me retire d'Ukraine et je déclare la paix » Non, ce n'est pas comme cela que les choses vont se régler. Donc là, on est effectivement dans une politique de communication, mais qui ne me paraît pas être le bon moyen d'isoler la Russie. Je voudrais aborder avec vous cette course aux armements. Depuis ces dernières heures, on voit visiblement une accélération avec cette annonce de Washington qui dit débloquer une nouvelle aide de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine et l'envoi du système de défense aérien Patriot. Les bombardements qui s'intensifient et qui visent notamment la ville de Kherson. La livraison de missiles Patriot, c'est symbolique parce que c'est un système américain très réputé, utilisé notamment lors du conflit en Irak. Oui, effectivement, c'est un peu un des joyaux de l'arsenal américain. On voit que Poutine n'a pas respecté la trêve de Noël. Les bombardements sur les civils ont continué pendant les périodes de Noël et on ne voit pas, enfin, il n'a pas la personnalité à dire c'est Noël, on fait une trêve, etc. Même le pape, quand même, d'ailleurs, c'est le pape qui était resté dans une relative neutralité jusqu'ici, a, dans sa déclaration Urbis et Orbi, fait une déclaration qui condamne implicitement la Russie pour être l'agresseur. Mais donc, effectivement, les Américains augmentent. Pendant très longtemps, ils ont été réticents à donner les systèmes d'armes que les Ukrainiens, les plus sophistiqués, que les Ukrainiens demandaient. Puis au fur et à mesure, on voit qu'ils acceptent de le faire. Il y avait une crainte des Ukrainiens qu'un changement de majorité à la Chambre des représentants ne vienne modérer l'aide américaine accordée à l'Ukraine, d'où le déplacement de Zelensky avant que ce changement de majorité ait lieu le 3 janvier à Washington, avec sa rencontre avec Joe Biden. En fait, pas tellement pour plaider auprès de Biden, mais pour plaider auprès des élus républicains pour qu'ils ne changent pas cette politique. Ça a été entouré de succès puisqu'il y a une réaffirmation, pour le moment, bipartisane de l'aide américaine. Et les Américains, donc, au fur et à mesure, élargissent un peu l'aide, le type de matériel qu'ils envoient à l'Ukraine, avec quand même toujours cette restriction de ne pas atteindre le territoire russe. On sait que les Ukrainiens l'ont fait une fois, il y a une dizaine de jours, en disant qu'il avait fait seul sans autorisation américaine, mais cette demande américaine que les armes à plus longue portée ne servent pas pour atteindre le territoire russe et pour donner un prétexte à Poutine d'élargir encore la guerre, cette condition tient toujours. Là, c'est un système effectivement, c'est un système défensif. Voilà, pour contre les missiles balistiques c'est pour éviter et de croisière. Les bombardements de populations civiles auxquels les Russes se livrent. Et effectivement, il y a des systèmes de défense antimissiles qui sont déjà efficaces puisque une grande partie des missiles russes sont abattus avant qu'ils n'atteignent leur cible, mais pas efficaces à 100%, d'où le nombre de civils qui sont toujours tués par les bombardements russes. Vladimir Poutine qui, dans le même temps, se dit certain à 100% que l'armée russe détruira ces systèmes de défense, mais qui appelle les industriels russes, à fournir tout ce dont les troupes ont besoin, des armes, des équipements, des munitions, dans des délais plus courts. Ça veut dire que l'armée russe aujourd'hui atteint des limites 10 mois après le début du conflit. Oui, parce que quand même, ils ont beaucoup tiré, ils ont beaucoup utilisé ces missiles, et on voit aussi qu'ils vont augmenter la taille de l'armée russe, ils vont encore plus mobiliser, ce qui va un peu plus désorganiser l'économie civile de la Russie, puisque tous les gens que vous allez mettre sous les drapeaux ne seront pas à la production pour augmenter la production de l'économie russe. Donc la Russie va connaître des difficultés économiques. D'une part du fait des sanctions, mais surtout aussi du part de la fuite massive de jeunes gens qui n'ont pas envie d'être mobilisés et qui fuient le pays. Et puis aussi du fait que quand vous consacrez l'essentiel, l'URSS est morte de cela, de consacrer l'essentiel de ses ressources à la chose militaire au lieu de s'occuper de production civile. Et donc effectivement, Poutine veut donner le sentiment qu'il ne cède pas et que à la mobilisation occidentale en faveur de l'Ukraine correspond une mobilisation russe, de la société russe, au secours de l'armée russe. Mais d'un point de vue industriel, l'Ukraine a beaucoup plus de ressources du fait de l'aide occidentale, d'une aide quand même conséquente, non seulement des États-Unis, mais également des pays européens, qu'il ne faut pas toujours négliger. On peut dire qu'en termes de mobilisation numérique, de nombre de soldats, la Russie a un avantage du fait qu'elle a une population 3,5 fois plus importante que celle de l'Ukraine, sauf que la motivation
des troupes ukrainiennes et sans commune mesure avec la motivation de jeunes gens un peu déboussolés qu'on envoie au massacre. Et qui semble un peu perdu. Je voudrais qu'on aborde les perspectives de paix qui semblent encore bien loin, bien floues. Un déplacement est annoncé, hein, celui de Sébastien Lecornu, ce mercredi à Kiev pour signifier en quelque sorte le soutien humanitaire et militaire de la France à Kiev, mais pas d'issue diplomatique à moyen terme, hein, si on se projette sur l'année 2023, Pascal Boniface. Alors pour l'instant, on ne voit pas d'issue diplomatique dans la mesure où les positions de Poutine et de Zelensky sont diamétralement opposées. Zelensky et les Ukrainiens veulent récupérer tous les territoires perdus, non seulement depuis le 24 février 2022, mais également depuis le 2014, avec la Crimée, ce qui est peut-être un point éventuel de désaccord entre Kiev et Washington. Sur ce point précis, les Européens n'osent pas trop vouloir s'exprimer là-dessus. Quant à Poutine, il entend conserver tous les territoires. Et donc, chacun pense que c'est la guerre qui va décider de l'issue du conflit, que l'issue du conflit, ce sera sur le terrain militaire, pas sur le terrain diplomatique. Poutine joue sur l'usure, sur le fait que, avec le temps, les Occidentaux vont se lasser, que les opinions vont un peu se fâcher, se révolter contre le coût économique qui est payé par tous les pays européens à cette guerre, et qu'il y aura une lassitude du côté américain. Alors que Zelensky pense que jour après jour, il pourra récupérer une partie des territoires et que peut-être cela va conduire à l'effondrement de l'armée russe et du système Poutine. Quel peut être le rôle d'une puissance, celle de l'Inde, qui préside le G20 sur cette année 2023. L'Inde qui a prévenu, hein, il n'est pas question de faire de cette instance, le G20, un forum consacré exclusivement à la résolution du conflit. Oui, effectivement, on l'a déjà vu au sommet du G20 à Bali que les membres du G20 non occidentaux ne voulaient pas que la guerre en Ukraine absorbe tout l'agenda du G20 parce qu'il y a d'autres problèmes. Et justement, ils reprochent aux pays occidentaux de faire de la guerre en Ukraine la seule priorité alors qu'il y a d'autres priorités, de négliger les problèmes spécifiques. Pour les membres non occidentaux du G20, c'est une guerre qui concerne l'Occident, mais qui ne les concerne pas eux. Ils ne veulent pas, ils la regrettent, ils la condamnent pour certains, pas l'Inde d'ailleurs. L'Inde n'a pas condamné la guerre, même si l'Inde prend un peu ses distances avec la Russie, elle ne veut pas, elle ne la soutient pas. Sauf que les 2 tiers de l'équipement militaire indien viennent de Russie et qu'ils n'ont pas envie d'être lâchés s'il y avait une opposition avec la Chine par la Russie. Donc c'est un jeu un petit peu très différent, mais effectivement, on voit bien qu'il y a cette coupure dont je crains que nous ne soyons pas suffisamment conscients en France et dans le monde occidental, cette coupure de l'Ouest par rapport à ce qu'on appelle the West versus the Rest. Nous avons une conception de cette guerre. Pour nous, les choses sont tout à fait claires, mais le monde non occidental ne partage pas tout à fait notre conception. Et donc, il faut prendre conscience de cela. Ça ne sert à rien de dire qu'ils ont tort, qu'ils ne sont pas au courant des problèmes, qu'ils se trompent, qu'ils ont été embarqués dans de la propagande, etc. Il faut tenir compte des réalités. Vous critiquez en quelque sorte l'attitude notamment du président de la République française, Emmanuel Macron, à l'endroit de certains pays africains. Non, encore lui, Emmanuel Macron a pris conscience de cette distance. Alors, c'est sûr que par rapport à l'Afrique, il ne faut pas croire que c'est uniquement la propagande de Wagner qui met la France en difficulté. Il y a un sentiment anti-français qui est croissant, que je sens aussi, et donc il ne suffit pas de mettre ça sur la propagande anti-française. Il faut aussi réfléchir à l'attitude, il faut être plus inclusif. Et le problème des sanctions occidentales, c'est que nous avons décidé seuls et que nous demandons ensuite aux autres pays de les appliquer sans avoir participé à leur élaboration et à la décision qui a conduit à cela. Et donc le monde a changé, les pays non occidentaux ne veulent plus nous suivre aveuglément. Ils nous reprochent parfois d'avoir des doubles standards, d'avoir une morale à géométrie variable. Ça peut être désagréable, mais c'est une réalité. Et si nous ne partons pas des réalités, nous ne pourrons pas les modifier. Donc en fait, il y a deux batailles. Il y a la bataille contre Poutine, mais il y a aussi une bataille pour le cœur et les esprits par rapport aux non-occidentaux. Et ce n'est pas uniquement en leur faisant la leçon, en leur disant qu'ils se trompent et qu'ils n'ont pas tout compris à l'histoire, qu'on les fera changer de position. Pascal Boniface, un mot sur l'Iran et 100 jours après le début de la mobilisation dans ce pays, des condamnations à mort qui se multiplient, des exécutions qui ont lieu. On a l'impression que la répression entre là dans une nouvelle phase, même si la détestation du régime reste très profonde, mais les manifestations semblent faiblir. Il y a, comme en Ukraine, une résistance héroïque du peuple iranien, parce que vous l'avez dit, la répression devient de plus en plus brutale, tout simplement parce que le régime joue sa survie.
c'est que le régime des Mollahs, les gens ont compris que c'est pas seulement les femmes, c'est pas seulement la jeunesse, c'est que toute la population en avait assez, non seulement de leur répression, mais de leur inefficacité, de l'état dans lequel ils ont conduit le pays. Et il ne suffit pas, l'accusation du régime de dire que c'est de la faute d'Israël, que c'est de la faute des Américains, ne suffit plus à convaincre la population qui voit bien les responsabilités. Et en plus, l'Iran, c'est un pays où beaucoup de gens, la plupart de la jeunesse est éduquée. Et il y a un taux d'alphabétisation qui est presque à 100%. Il y a 2 millions d'Iraniennes qui sont étudiantes, etc. Donc en fait, vous avez un peuple tout à fait éduqué, tout à fait informé, et un régime tout à fait obscurantiste. Eh bien, effectivement, ça crée une révolte. Et pour l'instant, la seule réponse qu'a trouvé le régime, c'est une répression de plus en plus injuste, avec des condamnations à mort, avec une police ou des gardes armés qui tirent sur les manifestants. Ça n'a pas fait mollir la contestation. Donc il y a effectivement une lutte, je dirais presque à mort, entre la contestation et la répression. Qui va l'emporter? Il est impossible de le dire aujourd'hui, mais chaque mort fait par la répression du régime conduit non pas les gens à avoir peur et à rentrer chez eux, mais au contraire à se mobiliser de façon encore plus importante. Merci beaucoup Pascal Boniface pour votre éclairage, votre expertise sur ces relations internationales, ces affaires étrangères qui nous concernent très directement. Pour aller plus loin sur le sujet de la Russie et de Vladimir Poutine, cette série inédite diffusée en 3 épisodes sur LCI. Ce soir, premier épisode, Vladimir Poutine, l'espion devenu président à 21h. Merci beaucoup Merci à vous. Pascal Boniface.